Donc le sujet a été déjà bien défloré par mes deux collègues. Je vais parler un petit peu d'une revue de la pathologie choriorétinienne et de l'importance de l'imagerie. En quoi l'imagerie, en particulier par OCT de la choroïde, nous a aidé à mieux comprendre la pathologie, à prendre en charge nos patients. Donc, brièvement, comme ça a été très bien dit par le docteur Fekki, l'imagerie de la choroïde, jusque très récemment, était limitée en échographie à cause d'une résolution limitée qui ne permettait pas de résoudre la choroïde de la sclère dans tous les cas, sauf en pathologie. L'angiographie à la fluorescéine étant une petite molécule qui passe à travers la choriocapillaire, donc une mauvaise visualisation, une mauvaise résolution de la choroïde. L'ICG, une plus grosse molécule qui permet d'avoir une meilleure visualisation de la vascularisation choroïdienne, mais pas de résolution transversale. Et puis, en réalité, les meilleures analyses qu'on a de la structure choroïdienne, qui est complexe, viennent d'études en histologie, en microscopie électronique, ce qui n'est pas satisfaisant pour une structure qui est complètement vasculaire et dynamique. Il nous faut une analyse in vivo pour vraiment comprendre ce tissu. L'OCT de la choroïde a été introduit par Richard Spade en 2008, et en fait, c'était vraiment une idée aussi simple qu'exceptionnellement géniale. C'est-à-dire que l'OCT Spectral Domain utilise une transformée de Fourier qui produit deux images, une image directe et une image conjuguée. Et quand on travaille avec l'OCT, si on sait que si on avance la machine, en fait, on peut faire monter l'image sur l'écran et puis la faire redescendre inversée. Et cette image inversée, c'est l'image conjuguée avec la choroïde qui se retrouve plus près de la source avec une meilleure résolution des couches profondes. Et ensuite, Spectralis et Heidelberg ont créé cette touche EDI, Enhanced Depth Imaging, sur laquelle on peut cliquer pour avoir directement l'image en EDI sans avoir à la voir à l'envers. Et l'autre technique qui permet d'avoir une excellente résolution de la choroïde est aussi un OCT spectral domaine, mais en mode swept source, avec une source lumineuse et une longueur d'onde différente, qui est plus longue, qui permet d'avoir une meilleure pénétration à travers l'épithélium pigmenté, à travers la mélanine, et permet d'avoir une visualisation à la fois du vitré, de la rétine et de la choroïde, alors qu'avec l'OCT EDI, on doit faire un compromis entre soit une meilleure visualisation de la rétine, soit une meilleure visualisation de la choroïde. Et on a aussi un champ plus large avec l'OCT Swept Source, comme c'est illustré ici, une vitesse d'acquisition supérieure et la possibilité, comme ça a été dit par le Dr Fekki, de faire des mappings choroïdiens. On peut aussi faire des montages et arriver, c'est une image, je remercie le Dr Engelbert, on peut faire des montages et arriver à voir très bien, notamment toute l'anatomie du vitré sur ces OCT Swept Source. Donc l'épaisseur choroïdienne, comme ça a été dit, est extrêmement variable et il est très difficile d'avoir une base de données normative et donc par conséquent très difficile de définir qu'est-ce qu'une pachychoroïde, sujet dont on parle de plus en plus et pour lequel on n'a pas de définition et de critères stricts. Donc on est un petit peu dans le flou diagnostique. La variation, l'écart type de ce qui peut être appelé normal pour des sujets de 50 ans hémétropes peut aller de 140 à 450 microns sur les études qui ont été faites. Donc ça fait une très large variabilité et il est difficile de définir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et donc évidemment cette imagerie doit être intégrée d'abord dans un contexte clinique évidemment et dans l'imagerie multimodale. Vous savez qu'un des principaux déterminants de l'épaisseur choroïdienne, c'est l'âge. Il y a une perte d'environ 15 microns de l'épaisseur choroïdienne centrale tous les 10 ans. Et il y a aussi des variations topographiques au niveau du pôle postérieur, avec un amincissement en péripapillaire. Les variations avec la longueur axiale ou l'erreur réfractive sont majeures. Et ici, simplement, ces images pour illustrer une variation d'un facteur 30 entre un sujet myope fort et un sujet hypermétrope, par exemple. On peut varier de 20 microns à 600 microns chez ces patients. Et là, chez un même patient, encore pour illustrer ces variations, un patient anisométrope avec une amblyopie par anisométropie et myopie sur l'œil droit, un œil avec une choroïde mesurée en rétrofovéolaire à 20 microns et l'autre œil normal à 300 micromètres. Donc ces variations sont importantes à comprendre. Dans la myopie pathologique, et ça, c'est aussi des choses qui ont été évaluées par l'équipe de Richard Spade. Au sein des patients myopes forts, les variations liées à l'âge sont aussi importantes et cruciales et déterminantes dans le pronostic visuel. Et il y a les variations avec l'erreur réfractive d'environ 10 microns par dioptrie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont montré que dans la myopie pathologique, le pronostic visuel n'était pas tant lié
au degré d'erreur réfractive, au degré d'élongation du globe, mais davantage au vieillissement, ce qui suggère un rôle important de la choroïde et de son amincissement lié à l'âge dans la vision et la détérioration visuelle des myopes forts. Et ça a été également démontré dans cette étude également sous l'égide de Richard Spade, publiée en 2012, où ils ont repris en fait 145 yeux myopes forts, sans pathologie rétinienne associée, qui sont les causes habituelles de baisse des visions chez les myopes forts, pas de néovaisseau, pas de rupture de la membrane de Brooke, pas de rétinoschisis. Donc un profil rétinien apparemment normal dans un contexte de myopie forte, et ils ont pris toute la morphométrie des paramètres rétiniens, et le seul déterminant qui était significativement prédictif de l'acuité visuelle chez ces patients myopes forts, eh bien, c'était l'épaisseur choroïdienne, alors que l'épaisseur rétinienne ne l'était pas. Donc vraiment un déterminant essentiel dans le pronostic visuel des patients myopes forts, qui est cette épaisseur choroïdienne, et ce même indépendamment du degré de la myopie. Comme ça a été très bien expliqué par ma collègue, l'OCT choroïdien a aussi permis à lui seul de décrire de nouvelles entités. Et c'est là encore Richard Spade, je le cite beaucoup, qui a décrit en 2009 une entité qui avait été peut-être étiquetée comme une forme frontière de la DMLA, qui est en fait l'atrophie choroïdienne liée à l'âge, Age-Related Choroidal Atrophy. C'est une entité qui peut ressembler à de la DMLA parce que ce sont des patients plus âgés qui peuvent avoir des symptômes visuels, troubles à la lecture, gênes au changement de luminosité qui peuvent s'apparenter aux gènes visuels de la DMLA, mais ces patients n'avaient pas de drusen et ils avaient en revanche, si on regardait attentivement l'OCT choroïdien, un amincissement choroïdien majeur, quasiment comme ce qu'on pourrait voir dans une choroïdose myopique, mais en l'absence de myopie. Donc des patients hémétropes, âgés, avec un amincissement choroïdien majeur, responsable de symptômes visuels sans autre explication. Et cette entité pouvait être associée dans certains cas à la DMLA, mais pouvait aussi être indépendante de la DMLA. Et vous voyez ces images du fond d'œil où on a l'impression de voir les choroïdoses des patients très myopes, chez un patient qui ne l'est pas. Chez ces patients, il y avait très souvent associé des glaucomes à pression normale, dans 2/3 des cas, ce qui peut être logique parce qu'on a dit précédemment que la choroïde était responsable de la vascularisation de la portion prélaminaire de la tête du nerf optique. Donc pourquoi pas en cas d'hypoperfusion choroïdienne, des glaucomes à pression normale. Et ces patients avaient également, dans 2/3 des cas, des pseudo-drusen et ils pouvaient également se compliquer de DMLA classique avec des néovaisseaux ou de l'atrophie géographique. Qu'en est-il de l'épaisseur choroïdienne ou du phénotype choroïdien dans les formes précoces de la DMLA? Ça a été un sujet d'intérêt majeur dès les débuts de l'OCT choroïdien et en fait très tôt, les premières études qui donnaient des résultats contradictoires en 2011-2013 avec des études bien faites sur de larges séries de patients qui retrouvaient soit une épaisseur choroïdienne normale ou dans les limites normales par rapport à un groupe contrôle de même âge dans la DMLA, soit une diminution de l'épaisseur choroïdienne centrale chez ces patients atteints de DMLA précoce. Alors pourquoi ? Parce qu'évidemment, les critères d'inclusion n'étant pas peut-être suffisamment précis, il y avait des groupes de patients très hétérogènes au sein de ces groupes dits DMLA précoces. Et vous savez qu'évidemment, aujourd'hui, on démembre de plus en plus différents phénotypes de drusen et de DMLA précoces. Les drusen sous-épithéliaux classiques, séreux, conventionnels, on peut les appeler de différentes façons. C'est essentiellement leur localisation sous-épithéliale qui les distingue des pseudo-drusen réticulés qui, eux, sont pré-épithéliaux. Et puis les drusen cuticulaires qui sont un petit peu une forme frontière, mais que de plus en plus on associe quand même au groupe de la DMLA. Donc ces trois types de drusen ont un pronostic différent pour le risque de complications chez les patients, et ils ont un retentissement différent sur les photorécepteurs, sur l'épithélium pigmentaire et sur la choroïde. Et donc, et j'en viens à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous voyez cette image, cette slide d'histologie qui m'a été remise par Christine Courcillot, qui montre très bien la différence d'un drusen conventionnel sous-épithélial à droite et d'un pseudo-drusen réticulé, aussi appelé subretinal drusenoid deposits, pré-épithélial. Donc, ce sont des dépôts de matériel extracellulaire qui sont de composition assez similaire d'après l'histologie. Mais vous voyez très bien sur cette diapo que le drusen conventionnel a un retentissement modéré sur les photorécepteurs dont l'architecture et la structure restent relativement normales, alors que le pseudo-drusen réticulé va avoir un retentissement majeur sur la densité et la structure des photorécepteurs sous-jacents. Et ces deux différents types de drusen ont aussi un retentissement, ou en tout cas une association différente avec des phénotypes choroïdiens. Il a été dit dans plusieurs publications de groupes différents que les pseudo-drusen réticulés étaient associés à un amincissement choroïdien.
Le rapport entre les pseudodrusènes réticulés et l'amincissement choroïdien n'est pas bien compris. Il y a des auteurs qui ont montré aussi, Giuseppe Querques et l'équipe du professeur Souillade à Créteil, que la distribution des pseudodrusènes réticulés semblait se superposer à la distribution des gros vaisseaux choroïdiens, avec des études corrélant l'ICG à l'OCT choroïdien intéressantes. Ces résultats n'ont pas été retrouvés par tous les groupes travaillant sur ces sujets. Mais en tout cas, ce qui est bien admis par tout le monde, c'est que les pseudodrusènes réticulés sont associés à un amincissement choroïdien. Alors, quelle est la cause, quel est le rapport entre cet amincissement choroïdien et les pseudodrusènes réticulés? Pour essayer de répondre en partie à cette question, Richard Spade avait proposé de faire un travail en comparant deux groupes de patients avec un amincissement choroïdien important, un groupe de myopes forts et un groupe de patients avec des pseudodrusènes réticulés, des patients avec à peu près du même âge. Et chez les myopes forts, nous ne retrouvions quasiment pas de drusènes séreux ni de pseudodrusènes. Et c'est un mystère, on ne sait pas pourquoi les myopes forts ne développent pas de drusènes. En tout cas, l'idée était de dire que ces patients qui ont un amincissement choroïdien majeur ne développent pas pour autant de pseudodrusènes. Et là, la relation entre la présence de pseudodrusènes et l'épaisseur choroïdienne, comme vous le voyez, n'est pas linéaire, elle est plutôt bimodale, ce qui montre que le lien entre l'amincissement choroïdien et les pseudodrusènes n'est pas un lien de cause à effet simple, mais probablement une relation plus complexe, avec peut-être un lien avec un troisième facteur, l'hypothèse étant qu'il pourrait y avoir une dysfonction liée à l'âge au niveau de l'épithélium pigmentaire, et que l'épithélium pigmentaire, ne fonctionnant pas bien, pourrait être responsable d'un défaut de transport des lipides sous-jacents avec accumulation de matériel entre l'épithélium pigmentaire et les photorécepteurs, donc qui constitueraient les pseudodrusènes réticulés, et un défaut de synthèse de VEGF, facteur de croissance indispensable à la survie de la choriocapillaire, qui pourrait induire secondairement un amincissement de la choriocapillaire, mais c'est juste une hypothèse de travail. Je vais passer sur ça parce que j'en reparlerai à propos de la pachychoroïde. Une autre, donc les troisième type de drusènes, les drusènes cuticulaires. Vous savez que leur association classique, ça a été rappelé tout à l'heure par le professeur Salomon Yves Cohen, c'est l'évolution vers l'apparition de matériel vitelliforme. Et cette entité, bien qu'elle soit bien décrite, est mal comprise. Pourquoi ces patients développent-ils davantage que d'autres patients avec des drusènes du matériel vitelliforme? Donc l'hypothèse qui avait été proposé, c'est qu'il y aurait une dysfonction de la barrière hémato-rétinienne externe liée à la présence de ces innombrables drusènes cuticulaires qui seraient responsables d'accumulation de matériel. Mais ce n'est pas complètement satisfaisant parce qu'on sait que dans certains cas, il y a une résorption spontanée sans atrophie de l'épithélium pigmentaire de ce matériel. Donc il y a certainement... On s'est dit qu'il y avait peut-être une composante choroïdienne vasculaire surajoutée qui expliquerait l'accumulation de ce matériel. Et pour essayer de le démontrer, on a revu en fait les patients avec drusènes cuticulaires sans et avec matériel. En comparant ces deux groupes, on a retrouvé qu'il y avait une différence très significative d'épaisseur choroïdienne rétrofovéolaire entre ces deux groupes. Et les patients avec matériel avaient un épaississement choroïdien significativement plus marqué que les patients sans matériel. Donc voilà ici par exemple le cas d'une patiente avec des drusènes cuticulaires typiques, l'accumulation de matériel bilatéral, et vous voyez cet épaississement choroïdien majeur à plus de 500 microns des deux côtés. Et l'évolution au fil du temps aussi qui montrait qu'avec la résorption du matériel et ici une atrophie qui se développait au niveau central, il y avait également un amincissement secondaire de la choroïde. Donc l'hypothèse était que chez ces patients atteints de nombreux drusènes cuticulaires avec une dysfonction de la barrière hémato-rétinienne externe, il pouvait y avoir une composante surajoutée d'hyperpression choroïdienne, un petit peu comme dans la choriorétinopathie sérocentrale, qui pourrait favoriser l'apparition d'un DSR chronique puis de matériel, et que lors de la résorption de ce matériel, une atrophie de l'épithélium pigmentaire pourrait secondairement créer un amincissement choroïdien. Alors, dans l'inflammation, l'OCT choroïdien a été vraiment un marqueur précieux parce qu'il permet d'avoir des mesures quantifiables et reproductibles de l'inflammation au niveau choroïdien. Ici, dans le syndrome de Voit-Koyanagi-Harada, vous voyez ces images d'une jeune patiente à la phase aiguë avec une imagerie typique et l'OCT choroïdien qui permet d'avoir un marqueur de l'infiltration lymphocytaire au niveau choroïdien. Marqueur qui va être intéressant, qui va nous permettre de gérer la décroissance de la corticothérapie, pour laquelle à l'heure actuelle il n'y a pas vraiment de consensus ni de biomarqueurs précis pour en juger. Là, ce qui est intéressant aussi, vous voyez l'évolution de cette patiente qui présente une récidive infraclinique
à l'arrêt de la corticothérapie, avant d'avoir des symptômes visuels, avant d'avoir des signes exsudatifs et des signes inflammatoires cliniques. Il y a un épaississement choroïdien qui précède tout cela et donc qui va nous permettre de reprendre le traitement avant que la vision ne baisse. Donc vraiment un marqueur intéressant pour le suivi de ces patients et simple. Dans la rétinochoroïdite toxoplasmique, juste pour vous montrer illustrer un petit peu l'intérêt d'aller pouvoir mesurer la composante choroïdienne de cette infection. Et un dernier, pour illustrer encore l'intérêt dans l'inflammation, à propos d'un cas clinique, pour montrer un petit peu comment, là, dans ce cas précis, l'imagerie choroïdienne a permis même peut-être d'affiner un petit peu la compréhension de la physiopathologie de cette pathologie. Là, c'est le cas d'un homme de 29 ans. Il se trouve qu'il avait été suivi auparavant, c'est un patient du professeur Laurent Cianuzzi, pour une choriorétinopathie sérocentrale récidivante de l'œil gauche. Et vous voyez en supéropapillaire ces séquelles classiques de CRSC chronique récidivante. Et le patient revient pour cette baisse de vision brutale à gauche avec un DSR, ce qui pouvait être interprété comme des petits décollements de l'épithélium pigmentaire, une choroïde épaissie, et des altérations de l'épithélium pigmentaire, des lésions blanchâtres profondes. Alors, on pourrait peut-être dire qu'il s'agirait de fibrines sous-rétiniennes, mais franchement, est-ce que vous pensez que c'est une récidive de la CRSC ? Je pense que personne n'achète la récidive de la CRSC. En effet, dans ce cas, il s'agissait de lésions bilatérales profondes, blanchâtres, crémeuses, en plaques. Et il s'agissait bien sûr d'une épithéliopathie en plaques chez ce patient aux antécédents de CRSC. Ce qui était intéressant, c'est l'imagerie multimodale ici, qui a pu mettre en évidence des lésions infracliniques en périphérie. Normalement, l'épithéliopathie en plaques, dans la description initiale de Gass, c'était MP acute postérieur multifocal, donc c'était censé être des lésions du pôle postérieur. Là, on s'est aperçu que si on regardait attentivement, il y avait des lésions infracliniques dans toute la périphérie. Et regardez ces lésions qui sont à peine visibles au fond d'œil ou en photocouleur, qui sont hypofluorescentes au temps précoce de l'angiographie à la fluorescéine et isofluorescentes au temps tardif et qui ne sont pas visibles en autofluorescence. Donc une hypoperfusion de la choriocapillaire a priori, d'après l'interprétation de l'imagerie multimodale, pas située au niveau de l'épithélium pigmentaire en tout cas, puisque l'autofluorescence était normale. Donc hypothèse de lésions plus diffuses au niveau de la choriocapillaire que ne le sont les lésions évidentes du pôle postérieur. Et voilà l'évolution de ce patient. Vous voyez que les lésions cliniques deviennent de moins en moins visibles alors que les cicatrices au niveau de l'épithélium pigmentaire se constituent et deviennent visibles en autofluorescence. Ce qui nous avait intéressé, on avait la chance dans ce cas-là d'avoir un examen de référence avant l'épithéliopathie en plaques, puisque le patient était suivi pour une autre pathologie, ce qui est rare. Et on a pu donc voir un petit peu la dynamique de la composante choroïdienne de l'épithéliopathie en plaques. Et il y avait un épaississement choroïdien transitoire à la phase aiguë de l'inflammation. Et en regardant l'analyse structurale de l'OCT choroïdien, on a pu également comparer l'analyse de la choroïde interne, les petits vaisseaux qui sont sans doute pas la choriocapillaire, mais peut-être les vénules et artérioles de drainage de la choriocapillaire qui ne sont plus visibles. Et on voit apparaître cette clarté, c'est une lucency en anglais, au niveau de la choroïde interne dont on pensait que c'était sans doute une ischémie de la choriocapillaire. Et avec l'avènement de cette angiographie, on a pu, avec mes collègues dans le service du professeur Sahel, avec Marie-Hélène Herrera et Raphaël Aurès, aller imager des patients atteints d'épithéliopathie en plaques pour essayer d'aller confirmer cette idée. Et en effet, et c'est quelque chose qui a été depuis publié, l'OCT angiographie, les coupes au niveau de la choriocapillaire ont mis en évidence des défauts de perfusion qui étaient superposables aux hypoperfusions que l'on voyait au temps précoce de l'angiographie à la fluorescéine. Et ce qui était également intéressant, c'est que ces défauts de perfusion vus à la phase aiguë de l'épithéliopathie en plaques se résorbaient, enfin disparaissaient après corticothérapie, et cette restauration de la choriocapillaire était concomitant d'une amélioration de l'acuité visuelle à 10 dixièmes dans ce cas-ci. Voilà, donc pour conclure, on aurait pu dire encore beaucoup de choses sur l'imagerie choroïdienne, mais cette imagerie a permis de décrire de nouvelles entités, l'atrophie choroïdienne liée à l'âge, la pachychoroïde dont je reparlerai tout à l'heure. Le phénotype choroïdien module l'expression de maladies très fréquentes comme la DMLA et la myopie pathologique. Et dans l'inflammation, ça permet de mieux comprendre, d'affiner la compréhension de la physiopathologie des pathologies et d'avoir un biomarqueur de l'inflammation quantifiable et reproductible, non invasif, qui permet de suivre la progression de la pathologie et d'adapter les traitements. Je vous remercie. Merci beaucoup Sarah pour cette très belle mise au point, c'est vraiment extraordinaire. Je me retourne à la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à propos de ce topo extrêmement dense et extrêmement riche?
Moi, je vais juste rebondir un peu sur ce qui ça a été un petit peu dit ce matin. Le professeur Yves Cohen, il a parlé d'adapter le traitement, enfin le choix de la molécule en fonction de l'épaisseur de la choroïde dans la DMLA. Mis à part, probablement, et beaucoup d'auteurs partagent son avis, est-ce qu'il y a d'autres implications thérapeutiques où on peut modifier l'attitude ou la prise en charge en fonction de l'épaisseur et en fonction des pathologies notamment? Je te remercie c'est une question intéressante. À propos de la DMLA, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure parce que quand on parle de pachychoroïde aujourd'hui, on se pose la question justement des formes frontières entre la CRST et la DMLA, et j'essaierai de dire un mot en quoi ça peut moduler notre prise en charge thérapeutique. Dans l'inflammation, je pense qu'on l'a dit, c'est devenu un marqueur, un biomarqueur fantastique. On n'est plus obligé de répéter les angiographies invasives pour aller quantifier l'inflammation. Ça reste toujours utile évidemment pour voir les vascularites, les papillites, mais on peut avoir dans beaucoup de cas un marqueur d'inflammation très précis sans injecter de produits de contraste. Donc ça, je pense que ça guide vraiment la thérapeutique. Je sais que tu fais beaucoup du VI. Je ne sais pas si c'est ton expérience aussi, mais... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une phase d'observation. Donc on est encore au début de la découverte de cette choroïde et de ses variations. Et je pense effectivement, je suis d'accord avec toi, que ça va aboutir forcément à moduler, adapter notre prise en charge dans l'avenir, de l'avenir très proche d'ailleurs. Merci beaucoup, Sarah. Donc on passe